Hello and welcome to this special digital event on Africa's industrial heavyweights, brought to you by Jeune Afrique and the Africa Report, and based on our ranking of Africa's top 500 business champions. My name's Nicholas Norbrook. I'm the managing editor of the Africa Report, and joining me to co-host Aurélie M'Bida, the business editor of Jeune Afrique. Can we call ourselves Africa's media heavyweights, do you think, Aurélie? Well, it is our own show, so we can call ourselves whatever we want. Exactly. In just a moment, we'll be turning the spotlight on our two special guests, Stan Mittelman, the CEO of Vivo Energy, who won our deal of the year for purchase of Malaysia's engine for around $1.5 billion in 2024, and Mayowa Kuyoro, the head of Africa Financial Services at McKinsey. Now, for the last 20 years, we've been publishing an annual survey of Africa's top 500 companies. Our data teams use a mixture of active search and survey data, and they're, of course, backwards looking as we're taking the last full financial year. But they are, as ever, rich in takeaways about the health of the African corporate ecosystem. Aurélie, what are the major points you've pulled out for us from the latest edition? So let's start with the big picture. For this 2025 edition, the total turnover of the 500 business champions has slightly decreased from around $760 billion in 2022 to $737 billion in 2023. That's a drop of around 3%. This decline is not a surprise. It reflects the macroeconomic difficulties many African economies have faced and are still facing today. Countries like Nigeria and Egypt, for example, have been under pressure from currency devaluation, high inflation, and rising public debt. At the same time, commodity prices, with still high for oil, have softened for other exports like metals and fertilizers, which also affected big national champions. Still, what is interesting is that the African corporate landscape is evolving. If we now look at the slide with the top 20 companies, we can see some clear shifts. South Africa still has the larger number of companies in the ranking, and it continues to weight heavily, but its shares of the total turnover is now 39%, which is the lowest in the history of the ranking. Meanwhile, other markets are rising. Nigeria, for example, has 3 companies in the top 20, including NNPC and Nigeria LNG. Ethiopia has the strongest player with Ethiopian Airlines, and Senegal's share has doubled in just 3 years, driven by the growth of public and private companies. So despite a challenging environment, this year's ranking shows us a more diversified and dynamic African private sector, with new regional champions emerging and more countries now contributing to the continent's corporate power. So let's start with you, Stan Mittelman, for the first question of our conversation. En français, dans le texte, je veux parler de Vivo Energy, qui a vu le jour en 2011 et moins de 15 ans plus tard. Vous êtes déjà à la 3e place du classement des 500 champions africains. Est-ce que vous attendiez un tel parcours? Est-ce que, selon vous, il y a des raisons qui expliquent cette progression vraiment rapide? C'est vrai que ça a été une croissance relativement spectaculaire. Sur les 10 premières années de notre existence, entre 2011 et 2021-2022, on a grossi, grosso modo, on a multiplié notre activité par 3. Entre 2022 et 2024, on a remultiplié notre activité par 2. C'est le résultat de l'acquisition de Engen. Ce qui fait que c'est comme ça qu'on est arrivé finalement dans le top 500 des champions d'Afrique
en 3e position. Aujourd'hui, on a 4000 stations et finalement, le chiffre dont je suis le plus fier aujourd'hui, c'est nos 2 millions de clients qui viennent tous les jours sur une de nos stations. Alors, votre question est, est-ce que je suis surpris? Comment on a fait ça? Je dirais qu'on a il y a 3 ou 4 explications. D'abord, c'est le résultat d'une stratégie de croissance déterminée. On n'arrive pas comme ça à croître en multipliant notre activité en 13 ans par 6, juste par chance. C'est vraiment le résultat d'une stratégie de croissance importante. Nous, on a cru et on croit depuis toujours en le potentiel de l'Afrique, la croissance de l'Afrique. Alors, on n'est pas les seuls aujourd'hui. Simplement, beaucoup de nos concurrents historiques n'ont pas fait la même analyse. Nous, on est passé en 13 ans de 15 à 28 pays. Notre premier concurrent, sur à peu près la même période, lui, est sorti de 19 pays. Au sein duquel vous avez travaillé d'ailleurs. Au sein duquel savez de quoi vous parlez. J'ai travaillé, j'ai peut-être une petite part de responsabilité là-dedans, mais toute petite, j'espère. Bon, donc, le premier élément, je crois, qui est décisif là-dedans, c'est une stratégie de croissance qui est déterminée. Alors, au-delà de cette stratégie, de cette volonté, il y a 2 ou 3 éléments qui sont importants. Il y a la marque. Quand on est dans une activité de distribution, la marque, les marques, c'est important. Nous, on travaille avec 2 marques, Quel, qui est la marque un petit peu historique de notre groupe, et Engen, marque qu'on a finalement retrouvée avec l'acquisition que vous évoquiez. Ce sont 2 marques très fortes, qui sont là où elles opèrent, à peu près partout, les marques les plus fortes. 2 points sur lesquels je voudrais très rapidement passer. Le modèle d'organisation. On est, pardon pour l'anglicisme, mais on est OU-centrique. Quand on veut faire du business en Afrique, me semble-t-il, il faut être certain que les gens qui représentent votre activité dans les pays sont empowered. Ça, c'est critique. Tous les gens qui ont essayé d'être un peu plus intelligents que ça, gérer leurs affaires de Bruxelles, de Paris, de Londres, de Houston, de New York, finalement, ont quitté l'Afrique. Donc, ça, c'est une considération qui me paraît importante. Et puis, le dernier point, c'est, je crois, la qualité des équipes, la diversité. On a 28 filiales, aujourd'hui, 28 patrons de filiales, 26 sont africains. Au niveau du comité exécutif de Vivo Energy, nous sommes 9, 8 nationalités différentes. Donc la diversité, c'est quelque chose d'important. Et puis, dernier point, c'est la notion de respect. Je crois que pour être successful en Afrique, il faut respecter, vraiment respecter, d'abord nous respecter entre nous, et puis respecter l'ensemble de nos parties prenantes. Évidemment, les gouvernements, nos clients, nos fournisseurs. Ça, c'est une considération qui me paraît essentielle. Vous êtes arrivé à la tête de Vivo juste après le Covid. Ensuite, 2023, 2024, c'était des années difficiles. C'était quoi pour vous les plus grands défis de cette période et comment avez-vous réussi à garder le cap? Alors c'est vrai que 2023 a été une année particulièrement difficile, à plein d'égards. D'abord, difficultés économiques de tous ordres. Les produits que nous vendons étaient chers. Je rappelle, en grosso modo, que les produits pétroliers, la valeur des produits pétroliers a été multipliée par 4 entre 2020 et 2022. Bon, donc on s'est retrouvé et en 2023, on était encore à un niveau de prix cher. Ensuite, il y a la question des monnaies. 2023 a été une année difficile pour beaucoup de pays. Le shilling au Kenya, shilling kényan, a vu sa valeur, il a perdu 25%. Le Ghana cedi a perdu 23%. En Zambie, la monnaie a perdu 40%. Donc une année difficile au niveau des monnaies. Les taux d'intérêt qui étaient à 0 en 2022, 0,1 en juillet 2022, ont terminé 2023 autour de entre 5 et 6. Donc tout ça, c'était compliqué. Il y a eu aussi en 2023, ça a affecté nos activités, des troubles politico-sociaux dans plusieurs pays. Je ne vais pas les lister là, on a tous en tête ce qui s'est passé, ce qui a pu se passer au Sénégal, au Kenya, dans le Sahel, etc. Et puis, comme si tout ça suffisait pas, 2023 a été aussi une année particulièrement épouvantable en matière de catastrophes naturelles. Pareil, Maurice, Mozambique, etc. Et puis le Maroc
le tremblement de terre au Maroc en septembre. Hein, c'est 3000 morts, c'est une tragédie épouvantable. Donc, nous, dans cet environnement-là, effectivement, on a essayé de garder le cap. On a gardé le cap parce que, d'abord parce qu'on savait que ça pouvait arriver. Quand on a une certaine expérience de l'Afrique, j'allais dire, on sait que des années difficiles arrivent régulièrement. Alors ça arrive dans d'autres continents, bien sûr, mais il y a eu la crise en 2016 des monnaies, il y a eu le Covid, bon, qui n'était pas un phénomène africain naturellement, mais et puis 2020. On sait que ça pouvait arriver. On a une taille et un portefeuille qui nous permet d'absorber en partie ces crises. Le portefeuille nous permet, nos 28 pays nous permettent d'absorber une crise dans tel ou tel pays. Finalement, quand ça va mal dans un ou deux pays, ça va mieux dans les autres, normalement. Et notre taille, globalement, quand ça va mal partout, ben, on a une taille qui nous permet d'avoir une certaine résilience. Et puis, dernier point, dans des situations de crise, il y a quand même toujours des opportunités. Et en 2023 et 2024, on a été capable de saisir des opportunités en matière de M&A. On a racheté des activités en Namibie, à La Réunion, à Mayotte, et puis évidemment the elephant in the room, c'est Engen, en février 2023, la signature de ce deal qui nous fait grosso modo doubler de taille. Il y a un cas concret qui découle de cette période Covid, Stan Mittelman, et qui concerne vraiment spécifiquement votre industrie, c'est le cas des subventions. Subventions carburant. Dans plusieurs pays africains, on assiste vraiment à une suppression progressive de ces subventions sous la pression du FMI, hein, qui souhaite donner un levier pour rééquilibrer les finances publiques des pays. Pour un acteur comme Vivo Energy, ça change quoi concrètement quand il n'y a plus de subventions, comment on gère l'impact sur son activité, mais aussi par rapport à la demande, hein, des consommateurs? C'est une excellente question. La question des subventions est une question compliquée. Ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que, mon point de vue, c'est un sujet qui relève totalement de la prérogative des États. Moi, je suis pas dans un gouvernement, je suis pas au FMI, et je sais que c'est un sujet compliqué. C'est un sujet compliqué parce que le prix de l'énergie, finalement, est un paramètre essentiel dans la manière dont l'économie marche. C'est un sujet qui touche les gens dans leur vie de tous les jours. Donc c'est un sujet sensible. Ce que je pense, donc moi je donne pas de conseils aux États. Je sais travailler dans des environnements où les prix de l'énergie sont subventionnés, dans des environnements où les prix de l'énergie ne sont pas subventionnés, dans des environnements régulés, dans des environnements dérégulés. Finalement, on sait travailler dans tous ces environnements-là. Ce que je sais moins faire, par contre, et c'est un peu ce qui s'est passé en 2022-2023, c'est la chose suivante. Quand un gouvernement décide de subventionner le prix de l'énergie, il faut qu'il assume cette décision, ce choix, cette stratégie jusqu'au bout. En d'autres termes, il ne faut pas, me semble-t-il, qu'il ait tendance à passer, pardon pour la trivialité, mais le bébé de la subvention à des acteurs, typiquement les distributeurs. Et c'est ce qui s'est passé en 2022, quand les prix des produits pétroliers ont augmenté. Dans certains pays, les prix à la pompe ont été maintenus, sont restés bloqués. Comment vous avez géré ? Eh bien, on a accumulé une créance sur certains États, à un certain moment qui est monté dans le cas de Vivo à quasiment un demi-milliard de dollars. Et ce que j'évoquais il y a 2 secondes sur le fait que la taille nous permet une certaine résilience, ben là, on a touché du doigt cette réalité-là. Certains de nos concurrents plus petits n'ont pas passé, n'ont pas été capables de passer ce cap. Mayowa, thanks for joining us on this special event about Africa's top 500 business champions. We've just been looking into that difficult period of 2023, 2024. And as Aurélie was telling us, we saw the results globally across the continent. The revenues of the top 500 companies have declined in dollars. What impact did that 2023, 2024 season have? How should we interpret it? Thank you, and it's really exciting to be here. Thank you very much for having me.
I think when you look at the numbers at a global sort of level, you say, well, and I think you had a chart earlier on that said, we've dropped by 3%. I think that 3% masks the resilience that African companies are showing, right? Because the 3% should be compared to the 27% devaluation across the continent. And if you look at some countries such as Nigeria, that was more than 55%. Yet, despite all of that, you saw the drop of only 3% despite the 27% devaluation. So I think African companies should be celebrated for their resilience. They should be celebrated for, just keeping on going and keeping the lights on despite high inflation. We are very much import-dependent economies. And so the cost of inputs are going to, rose significantly in that period of time. You also have some of the social unrest that we've mentioned. But despite all of that, if you look at things in local terms, actually growth was relatively robust and relatively sound. So on that basis, I think we should give African companies actually a round of applause for their resilience during these very, very difficult times. I think another thing to also just note as we look at the numbers as well is the differences across the various different economies, right? So you have South Africa, you mentioned South Africa, had a little, not as many companies this year as they've had in the past. You look at Nigeria, Egypt, and even Francophone Africa. I think the effects of what happened in 2023-24 actually was also quite different across the different markets, and I can go into that a little more. I think for now, let's celebrate actually the resilience of the African champions. Je reviens à vous, Stan Mittelman. Vous avez abordé, quand on parlait des défis tout à l'heure, la question de la monnaie, qui est un défi en soi pour les entreprises panafricaines qui sont dans plusieurs pays. C'est le cas de Vivo Energy. Il y a 28 pays africains de présence, donc plusieurs qui sont avec la monnaie unique, la zone franc, CFA, mais aussi dans d'autres où l'inflation est très forte, la monnaie est plutôt instable. On a aussi évoqué tout à l'heure avec la présentation de Nick, comme par exemple au Zimbabwe. Est-ce que vous devez adapter, votre stratégie en fonction de la situation monétaire qui est propre à chaque pays, ou bien vous déroulez un modèle unique, et si vous avez une stratégie propre, comment vous faites? Alors, c'est vrai qu'on est dans 28 pays et que dans ces 28 pays, il y en a qui ont des monnaies beaucoup plus faibles que d'autres. Une fois qu'on a dit ça, concrètement, pour nous, grosso modo, on a un tiers de notre résultat qui est fait dans des pays dont la monnaie est liée directement à l'euro, c'est les pays CFA, ou à un panier euro-dollar, c'est le cas du Maroc, par exemple. Donc ça, c'est un tiers. On a une part très importante aujourd'hui de notre activité qui est faite en Afrique du Sud, avec le rand. Bon, le rand est une monnaie qui s'appuie sur des fondamentaux quand même assez solides, confère finalement la stabilité du rand autour de 18 pour $1 depuis quelque temps. Et puis alors, vous avez raison, il y a les autres. Il y a les autres pays. Vous avez cité le Zimbabwe. Aujourd'hui, le Zimbabwe, finalement, représente pour nous un relativement petit risque dans la masse de Vivo. Ça représente un risque qui est d'autant plus faible, je dirais, que l'économie est largement dollarisée aujourd'hui au Zimbabwe. Je crois qu'il faut comprendre, pour répondre complètement à votre question, c'est que, bien sûr que la monnaie et l'évolution de la monnaie, pour nous, c'est un sujet. Mais ce qui est aussi un sujet, c'est la capacité que nous pouvons avoir à faire en sorte que nos marges en dollars finalement rattrape les dévaluations des monnaies. Et quand on regarde finalement tout ça sur le long terme, on se rend compte que nos marges unitaires en dollars, elles sont relativement stables. Alors, il y a bien sûr un effet retard. Nos marges ne courent pas aussi vite en général que les dévaluations, mais finalement, il y arrive. Juste un exemple qui me paraît assez frappant. Sur le Nigeria, je lisais il y a quelque temps un truc. En 85, la valeur du naira, pour un naira, vous aviez $2, en gros.
le NERA était à 0,50 et quelques. Aujourd'hui, le NERA est à 1540, 1550. Je peux vous garantir qu'en 40 ans, entre 85 et aujourd'hui, le business des distributeurs aux pétroliers n'est pas devenu 3000 fois plus mauvais. Donc, les marges rattrapent d'une certaine manière. Mayowa, let's dig into that. What is the secret source of these African champions who still manage to grow their revenues and their profits? What do these successful companies have in common? I wonder if they will, if you talk to the leaders of these companies, they'll say they have a secret source. But they won't tell you it. They might have one. Exactly. But I was reflecting a little bit as I was looking at the rankings, and I had talked about the fact that different countries have had different effects, right? So we talked about, how devaluation, despite the devaluation, company revenues were growing. But if you take some of the large markets, you have South Africa. South Africa actually sort of saw a decline in revenues vis-a-vis the decline in devaluation, right? So they're sort of tracking. You look at Nigeria and Egypt, where despite devaluation, actually their revenues actually increased, right, in this period of time. And also the Francophone countries where they have a currency that's pegged to the euro, but yet you saw the growth in revenues. So I think the first thing to understand is across the different markets, the dynamics are quite different, right? Nigeria and Egypt have a significant proportion of the companies that are in that ranking are export driven. And so, like, if I take Nigeria, you'd mentioned commodity prices sort of declining, except for oil, which sort of was high. We benefited from that. Oil and gas companies on the list, the energy companies on the list benefited from the high oil prices. I think there's a bucket of companies that, especially the global energy and materials companies, that benefited from high commodity prices. I think the second thing actually is something that we've been seeing increasingly in Africa, which is just, again, talks to the resilience. And one of the things I love to see is what I call the saturarization of the economies. People are consuming anyway. And what we're seeing is companies also bringing the minimum order quantity to volumes where, despite not having more to spend, but because I want to consume, I am actually able to buy because they're bringing the prices and the quantities down. I think that's the second thing. I think a third thing that we've seen is just also around, and I think this is where companies have a bit of work to do, just people getting a bit more efficient. They're not where they need to be, right? I think we still have a long way to go from an efficiency perspective, but companies are getting a bit more efficient using things such as digital, using the innovation that we're seeing on the continent to help make their operations a little bit better and to drive sort of the results that we're seeing. So, I think if I would say anything, one is very different across the markets, but also despite that, folks are benefiting from macro trends, but also within the various different industries coming up with innovative ways to deal with the situation as it is. Thank you for that, Mayowa. Right, let's dive into a look at the top 20 companies in our top 500 business champions. It's a sector that accounts for nearly a third of cumulative sales in the 2025 edition, revenues of $211 billion for 71 companies. It's a sector which has really grown in importance in recent years. It was around 18% of cumulative revenues in the 2023 edition, with revenues of $119 billion across 62 companies. And this is essentially due to the rise of oil and gas prices. In parallel, we also saw the emergence of indigenous companies like Owando in Nigeria, Seplat also, or Petrosi in Côte d'Ivoire. And in the last 2 years of our top 500 companies, Petrosi has gone from the 273rd position to the 181st, which is jumping up nearly 100 places in our ranking. Our Ivorian brothers and sisters will be pleased. And we also saw the commissioning of the Dangote
refinery early in 2024. Obviously, we've not seen that yet in terms of the figures for the Dangote Group in our ranking, but I have little doubt that in rankings to come, we will absolutely see that. Stan, I mean, how do you see this emergence of local players in the energy sector? Do you feel the whole sector is being reshuffled with these rise of the domestic actors? Oui, je crois effectivement que les cartes sont en train d'être rebattues. Il est évident aujourd'hui qu'il y a une émergence importante des acteurs locaux. Alors, peut-être juste un petit point. Il faut savoir, quand on parle d'acteurs locaux, qu'une part très importante de notre activité, historiquement, était déjà faite avec des acteurs locaux, avec des partenaires locaux. Nous, on a l'ensemble de nos gérants font partie de notre industrie. Ce sont des partenaires locaux, l'ensemble de nos transporteurs, une immense majorité de nos contracteurs. Alors, tout ça, ça fait, c'est pas complètement négligeable, hein, puisque tout ça, ça fait environ 100 000 emplois pour Vivo sur l'ensemble de l'Afrique. Mais ceci dit, j'entends bien que votre question était plutôt sur le monde des compagnies pétrolières as such. Alors, oui, je pense que le mouvement qui a démarré, non pas si récemment que ça. Récemment, il s'accélère, mais c'est un mouvement qui a démarré au début des années 90, un mouvement de désengagement des majors et finalement de rachat des actifs de ces majors, parfois, pas toujours, mais parfois, par des acteurs locaux. Bon, on va pas revenir aux années 90, mais il y a des deals qui ont été un peu emblématiques au Nigeria, par exemple, quand MRS rachète 5 pays chevrons, en 2009, c'est un deal important à l'échelle du continent. Plus récemment, Star Oil, qui est un acteur mauritanien, fondamentalement, essentiellement au départ mauritanien, rachète Total Burkina. Bon, donc ce mouvement, c'est le sens de votre question, s'accélère. Alors, d'aucuns y voient peut-être des menaces, moi j'y vois que des opportunités. Très honnêtement, j'y vois que des opportunités. Dans plein de pays, on est associé avec des acteurs locaux, avec des compagnies locales. On a des JV au Sénégal, on a des JV au Mali, on a des JV en Zambie, en Tanzanie, bon, dans beaucoup de pays. Et au fond, on en est très heureux. Moi, je crois que ce mouvement, hein, pour être clair, il est inéluctable, d'une part. Et au fond, au-delà d'être inéluctable, il est souhaitable. Je crois qu'il y a Échille qui disait un truc du style « ce qui doit être sera ». Eh ben, on est en plein là-dedans. Hein, ça doit être, et finalement, c'est porteur d'opportunités. Can I say something on this topic? I think it's exciting to see the rise of local companies, especially becoming big African champions. I think we need more. I think there is no other time such as this. In the history of the world, actually, where, Africans can begin to take and own and shape our own destiny and also have the private sector also rise, right, to the occasion, given everything that's happening across the world. So I think it's a very exciting development, and I hope to see more and more of this going forward. Absolutely. Although it is becoming increasingly difficult, Stan, isn't it, in terms of the financing of energy companies. There's an increasing reluctance of global financial institutions to back fossil fuel projects on the continent because of climate goals, even when energy sources are important to the development and industrialization of the continent. So how does Vivo navigate this tricky, tightening space? And is this a form of climate double standard being imposed on African economies? No, I would not say that. I would probably say that what you observe is slightly more relevant when it comes to upstream oil and gas companies than a company like Vivo. As you know, we had recently to close the transaction with Petronas on Engen. We worked on the financing
with some financial institutions, with some banks. I can tell you that we didn't have any issue at all. And it was probably the other way around. We had quite a lot of financial institutions coming and offering to be part of the deal. Now, again, once I've said that, we should not deny what you describe happens. But again, probably much more at E&P and upstream companies. Mayowa, you called earlier for a round of applause for the African champion. And now maybe you will have some comments for the next edition of the 500 Business Champion, considering that the figures we used for the edition of 2025 is published over the period of July 2023 to July 2024, to June 25. So what should be your recommendation for our champion to continue growth, to perform, and to a round of applause next year? Next year. No, thanks, Aurélie. I think African companies can take comfort in the fact that they've demonstrated actually that they can be resilient in tough times, right? I think that's kind of like the starting position. But going forward, to make sure that we can continue to give a round of applause for them and to even have more companies, I think there's maybe 2 or 3 things I would love to see happen on the continent. I think we should lean into the digital transformation, especially with all that's going on with advanced analytics and generative AI. I actually think this is one area where Africa can act, again, similar to what happened in mobile technology and fintech. This is another area where Africa could potentially leapfrog and really develop solutions for African problems. I think that's one. I think the second thing I would love to see is local and regional strengthening local and regional partnerships. Africa is a huge market, but yet we trade, the numbers change depending on who you ask, but we trade between 14 and 16% amongst ourselves, right? So can we strengthen local partnerships and take advantage of the captive market that we have within the geographical construct that is Africa? I think the third thing is, and we haven't really touched on it, the world is changing geopolitically, right? And so how can we, again, take advantage of that, right? People may be, geographical distance of trade may be shrinking in some areas, but it also could be lengthening in other areas. And how can we potentially fill the gap that might be removed with all that? And then I think the final thing I would say is how can we be more efficient and productive with the resources that we have? I think that's another frontier for African businesses to cross. If we drive margins better, we're more efficient with our resources, I think there is significant room for growth. I think the future is very exciting. You have a young population, very, very entrepreneurial, very innovative. You see all that's happening across the continent in various different pockets and sectors of the continent. So there's a lot to look forward to. And I think we've demonstrated that we have the capacity and the resilience to continue to grow despite headwinds. Thank you, Mayowa. All things in 1 year, so be prepared. Let's see where we land. Stan, maintenant, c'est un peu le même genre de question. S'il fallait garder une seule réforme, s'il fallait garder une mesure prioritaire à souffler, par exemple, à l'oreille des gouvernements du continent, afin que favoriser et qui favorise l'émergence de champions panafricains comme Vivo, laquelle défendriez-vous? Bon, je vais vous demander la permission d'en citer 2. Allez, soyons fous. La première, c'est une recommandation d'ordre un peu général, enfin une mesure un peu générale, c'est tout ce qui touche autour de l'intégration régionale. En fait, on a fêté il y a quelques jours les 50 ans de la CEDEAO. Bon, je pense que l'intégration régionale, c'est une problématique, c'est un sujet qui doit permettre d'accélérer la croissance du continent.
tout ce qui tourne autour des sujets de libre-échange, d'infrastructures, énergie, transport, eau, etc. Bon, pourquoi est-ce que c'est bon pour une compagnie panafricaine comme Vivo? Fondamentalement parce que ce qui est bon pour l'Afrique, ce qui est bon pour les économies africaines, est bon pour les acteurs économiques de ces pays. Donc ça, c'est la palissade. La deuxième mesure, et là, pardonnez-moi, elle est un tout petit peu plus focus sur notre industrie à nous, c'est tout ce qui tourne autour du GPL. Alors vous allez me dire, mais c'est bizarre, pourquoi le GPL? Un des grands sujets quand même aujourd'hui de l'Afrique, un des grands sujets, alors pas que de l'Afrique, mais de l'Afrique, c'est la déforestation d'une part, et le sujet des 4 millions, grosso modo, de gens qui décèdent tous les ans, essentiellement des femmes et des enfants, parce qu'ils respirent des fumées toxiques en faisant la cuisine. C'est le sujet du clean cooking. Bon, le GPL permet de régler de manière rapide, de manière efficace, ces deux sujets. Donc, si j'avais une deuxième recommandation un peu plus tournée vers notre industrie, ce serait de permettre la mise en place, tout ce qui tournerait autour de la mise en place de cadres réglementaires qui permettent à des gens comme nous, on va investir un demi-milliard avec Vitol, on va investir un demi-milliard de dollars dans le GPL entre 2025 et 2030. J'allais dire, aidez-nous là, faites en sorte que le cadre réglementaire de cette activité soit safe. So, as you can see, the energy sector remains the dynamic core of Africa's corporate ecosystem, something that is in flux, something with big African heavyweights like Dangote jumping in, but also global giants who are doubling down on the sector. That's all we have time for today, but I'd like to thank our guests, Stan Mittelman, CEO of Vivo Energy, and Mayowa Kuyoro, Head of Africa Financial Services at McKinsey. Thanks for allowing us to drill down into some of the issues with you today. It's the only energy sector joke we're permitting ourselves on the show. Thanks to Aurélie for co-hosting with me. And Merci. Merci beaucoup. And to get better acquainted with all of our analysis on the sectors and the actors in Africa's top 500 companies, the top 500 business champions, there's still time to access the report. Go to theafricareport.com and jeuneafrique.com for more details. And to thank our viewers who have stayed with us to the very end, a discount code just for you. Follow the link below.